Je vais initier cette première partie d'introduction et de présentation. Donc, je m'appelle Benjamin Meloul, je suis pharmacien et spécialisé en santé publique avec un Master 2 en Big Data et Intelligence artificielle et je suis passionné d'entrepreneuriat. Donc, depuis un an, je suis le responsable des partenariats chez AZMed. Je suis à la fois impliqué sur la vente, le marketing et le développement du produit. Et à travers mon travail, j'ai été amené à rencontrer, avec beaucoup de chance, beaucoup d'entrepreneurs et porteurs de projets qui ont des enjeux communs avec nous. Et on voit bien qu'il y a une transformation qui s'opère aujourd'hui dans le secteur de la radiologie. Chez nous, chez AZMed, on le voit tous les jours avec la nécessité d'optimiser les conditions de travail des médecins et notamment en radiographie standard pour la détection des fractures. Et avec l'UNIR et le CERF, et on pense que c'est très intéressant de mettre en perspective ces évolutions avec les challenges de l'entrepreneuriat en santé. Donc, l'objectif du webinaire, il est double. À la fois, pour ceux qui ont de l'ambition de lancer un projet entrepreneurial, eh bien, c'est de trouver de l'inspiration et des conseils justement pour vous lancer. Et pour les autres, pour ceux qui n'ont pas spécialement d'ambition de lancer un projet entrepreneurial, tout simplement de comprendre l'évolution du secteur de la radiologie en France et de vous projeter dans votre futur parcours professionnel. Donc, pour animer les discussions avec moi ce soir, il y aura Samuel Mouyal, référent innovation de l'UNIR. Donc, bonsoir Samuel. Bonsoir Benjamin, merci. Et le professeur Jean-Paul Bérégy, donc vice-président du CERF et chef de service au CHU de Nîmes. Bonsoir professeur. Oui, bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Du coup, je laisse Samuel reprendre la main sur les présentations. On va chacun se présenter, chacun des modérateurs. Merci Benjamin, bonsoir à tous. Donc, effectivement, l'idée de ce webinaire, comme tu disais, ça part d'un constat qui est partagé par beaucoup. C'est celui évidemment de la révolution numérique en santé et particulièrement en radiologie, notamment avec l'intelligence artificielle qui est une des révolutions du moment, qui nous concerne particulièrement, mais ce n'est pas une des seules innovations comme on en discutera tout à l'heure. Et donc, toute cette évolution, cette révolution, elle nous concerne, nous en particulier, les jeunes, les internes de radiologie et les jeunes radiologues. Elle nous concerne déjà et elles vont encore plus nous concerner dans les prochaines années. Et donc, l'idée de cette conférence, c'est de faire passer un message aux radiologues, aux jeunes internes et aux radiologues, c'est de dire que cette révolution, elle nous concerne, elle va nous concerner encore plus, et donc c'est à nous d'y participer, c'est à nous de prendre en main le futur de notre métier. Et on a voulu, c'est exactement ce qu'on a voulu faire ce soir avec nos intervenants qui, on peut dire, se sont risqués à l'entrepreneuriat, risqués à prendre en main l'avenir du métier. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de discuter ensemble ce soir. Donc, le plan de cette conférence, donc ça sera une première partie brièvement qu'on a déjà commencé, donc de présenter cette conférence, comment on est arrivé à penser à ce programme. Présenter également ensuite ce qu'on va faire juste après, les intervenants et leur entreprise, le projet qu'ils ont bâti. Dans la seconde partie, ce qui sera le cœur du sujet, on discutera des évolutions du métier de radiologue, des différents enjeux qui ont poussé nos trois intervenants à entreprendre, chacun dans un domaine différent, nous y reviendrons. Et puis la troisième partie, elle sera animée par Benjamin, elle sera un petit peu plus personnelle et on s'intéressera à voir comment on peut être radiologue et entrepreneur, comment concilier les deux de façon, quelles sont les contraintes en pratique et comment ont-ils pu concilier les deux. Je laisse la parole au professeur Bérégy pour nous dire un petit mot et présenter notre intervenant ce soir. Oui, bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de présenter un peu mon parcours très rapidement. J'étais à Paris au départ pour les études, ensuite 22 ans au CHU de Lille. Et donc, ça fait 10 ans que je suis au CHU de Nîmes. Voilà, professeur de radiologie, vice-président du CERF, avec différentes casquettes au niveau également national ou rôle au niveau du Conseil de l'Ordre ou au niveau de l'HAS, entre autres. Donc, si vous avez des questions aussi là-dessus, pourquoi pas. CERF, vous le savez, c'est le
collège qui régit l'enseignement et la recherche pour les jeunes, eh bien l'enseignement évolue aussi et s'adapte pour justement vous préparer les internes, préparer également les jeunes médecins, les jeunes radiologues à l'évolution et donc à leur métier de demain, et un métier qui bouge comme tous les métiers, et de plus en plus, voilà, il ne sera pas statique là-dessus. Donc, quand nous avons reçu cette idée par l'UNIR de faire ce webinaire, ça nous a enthousiasmé, bien sûr, parce que l'entrepreneuriat, déjà, je pense que tout médecin est entrepreneur, les radiologues encore plus, et aujourd'hui, tout le monde est passionné par l'intelligence artificielle, bien sûr, mais moi qui ai fait déjà 32 ans en radiologie, je peux vous dire que tous les ans, il y a des innovations en radiologie. Et donc, voilà, vous faites un métier passionnant. Et donc, je suis sûr que les prochaines années seront aussi passionnantes, voilà, avec des évolutions, révolutions, que l'on dit incrémentales, de rupture, voilà. Alors, globalement, les innovations, on les présente de 3 types. On les présente sur les équipements, parce qu'on a connu des innovations assez conséquentes sur l'échographie, le scanner, l'IRM. Voilà, plein d'examens qui se font plus. Les examens que l'on fait aujourd'hui se font différemment et se feront différemment demain. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'évolutions également de ce côté-là et d'innovation, avec voilà, dans les cartons déjà plusieurs possibilités de nouvelles modifications en radiologie et imagerie médicale qui vont arriver de ce côté-là. Bien sûr, grosse révolution, c'est le numérique. Alors, on parle toujours de l'intelligence artificielle, mais globalement, il y a beaucoup d'autres choses à travers le numérique. Et la troisième grande innovation, c'est le changement des organisations, la façon de prendre en soin, comme on dit maintenant, les soins radiologiques qui ont changé avec la radiologie de pertinence, prédictive, etc., de dépistage et autres. Donc, voilà. On n'aura donc malheureusement qu'une vision assez parcellaire à travers un beau programme qui a été bâti par l'UNIR, voilà, de tous ces changements qui nous attendent. Et l'objectif n'est peut-être pas de tout couvrir, mais de couvrir voilà, certaines parties. Et si ça vous plaît, j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être d'autres intervenants qui pourraient intervenir pour montrer d'autres facettes de l'évolution de notre métier. Alors, on va commencer tout de suite avec les 3 intervenants. Le premier à se présenter en 1 minute, c'est le docteur Grégory Lenzner. Grégory, si tu veux prendre la parole. Voilà, je prends le micro. Bonjour à tous. Alors, bon, rapidement, moi j'ai grandi à Paris, faculté Bichat, préparé. Ah, il y a un joli bébé qui nous chante. J'étais en conf d'internat avec Alexandre Benchek, donc c'est assez rigolo de le retrouver ici, mais on se parle régulièrement, on s'est jamais vraiment quitté. Et puis après, voilà, l'internat de radiologie, Clinica Henri Mondor à Créteil. Et puis ensuite, un choix entre public et privé, et je suis parti dans le secteur privé, même s'il y a plein de choses formidables à faire dans le public. Même si on est entrepreneur, on peut aussi entreprendre à l'hôpital, c'est différent, mais il y a aussi plein de choses à faire. Et puis, je suis rentré dans un groupe dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, un groupe de radiologues. On avait 3 cabinets, actuellement on en a 10. Donc, déjà, vous voyez un peu le côté entrepreneurial dans le milieu de la radiologie. Et puis, et comme l'entrepreneuriat me passionnait, j'ai aussi fait un executive MBA à HEC pour parfaire un peu et avoir aussi d'autres connaissances que radiologiques et puis du terrain, l'entrepreneur de terrain. C'était pour avoir des choses un peu plus théoriques, mais aussi s'ouvrir la tête et rencontrer des gens de l'extérieur dans un autre monde, un autre milieu, et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et voilà, globalement, on en est là. Merci beaucoup Grégory, et je sais que tu as fait plein d'autres choses et que tu as plein d'implications au niveau du G4 ou de DREAM, donc merci pour ton investissement, en tout cas pour la profession. Le deuxième intervenant, c'est le docteur David Zetoun. David, en quelques minutes. Bonjour, donc moi je suis le docteur David Zetoun. Donc pareil, j'ai effectué mon externat à Paris 7. Ensuite, je suis parti à Amiens faire mes études de radiologie. Et je suis revenu à Paris faire mon clinica dans le service du professeur Laredo, actuellement au service du professeur Bousson. Et j'ai fini le clinica il y a seulement 1 an. Et en fait, dès la sortie de ce clinica, j'ai eu l'idée de
monter un projet en fait de pôle médical, pôle de santé en fait dans la ville de Montreuil qui réunirait l'ensemble de l'offre de soins et au sein duquel, avec mon associé le docteur Marciano, nous serions en charge du pôle d'imagerie. Donc ça, c'est un projet que je porte depuis déjà maintenant plus de 2 ans et qui devrait voir le jour, j'espère, l'année prochaine. Et parallèlement à ça, on y reviendra sur pourquoi, on a eu aussi l'idée de créer le groupement d'achat pour lequel je suis ici ce soir, le GAME, qu'on a créé donc avec le docteur Marciano et également avec le docteur Raphaël Baron. Et donc, c'est une plateforme qui a pour but de permettre aux radiologues d'économiser sur l'achat de leur matériel, mais également de gagner du temps et qui apporte aussi d'autres avantages, mais on en reparlera plus tard. Et puis aussi, pendant le confinement, j'ai créé les cours du confinement que vous avez peut-être suivis, qui sont un petit peu parallèles au GAME et qui permettaient aux radiologues de donner des cours sur Zoom pendant cette période et qu'on continue en ce moment d'ailleurs. Voilà. Merci David. Donc on voit déjà que les 2 premiers intervenants sont des hyperactifs, donc ils ne dorment pas beaucoup. Le 3e intervenant, c'est le docteur Alexandre Benchek. Alexandre. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai également fait mes études médicales à Pitié-Salpêtrière. Ensuite, je suis allé à Lyon pour mon internat et mon clinica. Après mon clinica, c'est à cette période-là que j'ai cofondé les 2 sociétés dont je vais parler après. Après le clinica, j'étais pendant une dizaine d'années dans un hôpital privé à but non lucratif dans le centre de Lyon. Il y avait un gros service d'urgence. Et ensuite, là, ça fait 4 ans que je suis installé dans un groupe libéral qui est l'imagerie de la sauvegarde et des massues. Et on est une douzaine de radiologues. Donc, entre la fin du clinica, je suis un des 5 radiologues cofondateurs d'Imadis. C'est une société de téléradiologie d'urgence. Particularité de ne pas faire de la téléradiologie à domicile, mais de faire de la téléradiologie dans un centre de garde, puis dans plusieurs centres de garde. Et maintenant, ça s'est beaucoup développé. Donc maintenant, c'est une société qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Et on a maintenant une 60aine d'associés, 200 radiologues qui tournent autour de garde et environ 80 centres d'établissements partenaires. Et on est aussi organisé en équipe de garde. Parallèlement à ça, un petit peu plus tard, donc ça, on l'a fondé en 2008 et on a fondé les 5 mêmes radiologues, plus d'autres personnes. On a fondé une deuxième société qui est Deep Link Medical, qui est une société d'édition de logiciels de santé, de médecine et de télémédecine, et qui permet en particulier, je suis au sein de Deep Link, responsable d'ITIS, qui est notre plateforme d'encadrement d'examen radiologique et téléradiologique qui est utilisée à Imadis. Merci beaucoup. Très bien, on va maintenant passer à la deuxième partie. On passe à la deuxième partie de ce webinaire et donc entrer dans le vif du sujet et donc discuter des enjeux, des évolutions du métier qui ont conduit nos 3 intervenants à fonder leur entreprise. Et nous allons donc voir dans cette partie que la radiologie et l'entrepreneuriat ne sont pas sont des secteurs qui ne sont pas si éloignés. Et nous allons donc donner successivement la parole à nos 3 intervenants, en commençant, si vous le voulez bien, avec le docteur Grégory Lenzner, avec une première question, docteur Lenzner. Est-ce que vous pouvez nous parler de la financiarisation et du regroupement des secteurs des centres de radiologie dans le secteur privé, et en particulier une question que beaucoup d'entre nous se posent, je pense, comment rester maître de nos outils de travail et garder notre indépendance face à la financiarisation de la médecine, docteur Lenzner. Je vais couper le partage d'écran, comme ça on pourra avoir le grand écran pour nos auditeurs. Ok, alors c'est un sujet très très vaste. C'est vrai que le monde de la médecine est en train de changer et d'évoluer. Déjà, la radiologie, quand on était petit ou qu'on n'était pas du tout, c'était 1 ou 2 radiologues dans un cabinet, ils géraient ça à 2, à 3.
Et ensuite, on a vu se créer des gros groupements de radiologie, principalement d'ailleurs en province. C'est les provinciaux qui ont initié ça. Ils se regroupaient pour être plus forts. Et ils ont créé des groupements avec 10, 15 cabinets de radiologie. Et donc déjà, il y a eu une évolution de notre métier qui s'est fait et qui a démarré en province. Après, on parle de la financiarisation. C'est quelque chose qui n'a pas été démarré par les radiologues, évidemment, qu'on a vu dans le milieu de la biologie. Donc, il y avait des gros groupements de biologistes qui ont été rachetés par des fonds d'investissement, des financiers. Et on a pu observer les dérives, notamment après pour les jeunes biologistes qui arrivaient, qui n'avaient plus la possibilité d'avoir la main sur leur activité et sur leur manière de travailler, parce que c'était devenu quelque chose de très financier. Le milieu de la biologie est un petit peu différent par rapport à la radiologie, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui bouge. Ouais, il y a un micro qui doit être coupé là. Ouais. Mais bon. Donc la différence entre la biologie et la radiologie, c'est que la radiologie, elle ne peut pas se faire sans docteur. Même s'il y en a beaucoup qui aimeraient bien, avec l'IA, que les docteurs disparaissent, je pense qu'on en est très très loin. Même pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on verra. Mais on voit déjà avec les outils d'IA qui sont en train d'arriver que c'est très compliqué de remplacer un médecin qui a une vision globale des choses, qui n'est pas forcément obligé d'être le bon dans toutes les spécialités de la radiologie, mais en tout cas, il a un œil sur tout parce qu'il est passé avec l'internat et la formation qu'on a en France des internes qui passent dans tous les services et dans toutes les spécialités de la radiologie, une vision globale. Et ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel. Donc, un outil d'IA, il va être utile pour une fonctionnalité de la radiologie, et même dans une spécialité radiologique, il va utiliser qu'une seule partie de cette spécialité et pas l'ensemble. Quand on va détecter des fractures, on ne va pas forcément voir de l'arthrose, de l'arthrite, une tumeur osseuse. Donc, c'est des choses déjà pour lesquelles on ne peut pas se passer de radiologue. Donc, même s'il y a une entrée des financiers dans quelques capitaux, que ce soit de groupements de radiologie, le radiologue reste indispensable et donc il reste maître de son outil de travail. Après, libre au radiologue dans les différents groupements de radiologie, s'il souhaite faire rentrer des financiers au capital. Alors je rappelle qu'un financier, au niveau du Conseil de l'Ordre, un financier ne peut pas être à plus de 25% du droit de vote dans une entreprise de radiologie. D'accord ? Donc, il ne peut pas avoir plus de 25% du droit de vote radiologique. Donc, de toute façon, le radiologue va rester maître de son outil. Ça, c'est quelque chose qu'il faut négocier. Ça se négocie avec les financiers. Quand il y a des financiers qui rentrent dans un groupe, on les fait rentrer et on peut décider des conditions. C'est pas que l'argent, c'est pas que parce qu'il y en a beaucoup qui vont raisonner, souvent d'ailleurs des radiologues qui sont en fin de carrière. On va se dire voilà, on va faire rentrer des financiers, on va prendre le maximum d'argent possible pour vendre notre entreprise et puis après, advienne que pourra. Mais les plus jeunes qui sont dans ces groupements de radiologues, ils peuvent aussi poser leur veto et dire attendez, nous on ne veut pas que les financiers fassent n'importe quoi, décident de tout, nous imposent des cadences infernales, on n'est pas là pour ça. L'objectif, c'est continuer à faire de la bonne médecine, de la bonne radiologie. On prend quand même en charge des malades et ça, c'est quelque chose d'important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire qu'on s'occupe de malades, on s'occupe de patients et que ça n'est pas qu'un enchaînement d'examens et un enchaînement de chiffres. En biologie, oui. J'avais une question par rapport à ça, Dr Lenxner. C'est quoi les armes que vous avez aujourd'hui justement pour ne pas être dépendant des financiers? Parce que là, vous avez évoqué les 25% pour les prises de décision, mais quelles sont les autres armes qui vous permettent de dire à vos partenaires financiers, par exemple, ben non, on décide de gérer notre centre comme ça et pas d'une autre manière? Ça se fait au départ, c'est-à-dire quand vous voulez faire rentrer des financiers dans votre groupe, vous allez signer un contrat, un pacte avec les financiers. Comme on fait un pacte d'associés entre radiologues dans un groupe de radiologie, et bien là, il va y avoir un nouvel associé qui va être le financier,
mais avec lequel on établit des règles dès le départ. Si on fait un term sheet, avant de signer quoi que ce soit, avant de se mettre d'accord sur un prix, voilà, nos conditions, si vous voulez venir chez nous, nos conditions déjà, on les présente, ça c'est avec un avocat, ça se fait avec un avocat, on décide, vous n'avez pas le droit de décider de ça, vous devez nous demander pour prendre ces décisions-là, au même titre que le financier va aussi mettre quelques conditions en disant, vous ne pouvez pas faire un investissement supérieur à telle somme sans nous demander si on est d'accord, enfin c'est un contrat de mariage en fait, et on met en place dès le départ les conditions qu'on veut dans ce pacte d'associés. Ça, c'est essentiel. Une fois que c'est signé, après, si on n'a pas mis ces conditions-là dès le départ, après, il n'y a plus de frein. Enfin, vous avez un partenaire qui respecte le contrat. S'il décide qu'il veut vous bloquer sur un investissement, qu'il veut vous empêcher de faire un investissement parce qu'il considère que c'est pas bien, il peut le faire. Voilà. Ok, donc là on voit un peu les contraintes et aussi la manière de garder la maîtrise. Et c'est quoi les avantages, par exemple, très concrètement pour vous, de faire entrer des financiers sur le développement du groupement? Comment ça se traduit en termes d'avantages? On a un avantage déjà pour discuter avec des banques, pour des prêts, pour des achats de cabinets, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a un poids financier plus fort. En fait, ils regardent un petit peu moins la comptabilité du cabinet existant et plus juste notre capacité à acheter et à investir, et ils regardent la rentabilité du futur cabinet, pas forcément le passif, mais le projet futur en fait. Et puis, ça donne une liberté de discussion. On peut plus facilement. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, évidemment, sans financier. On peut se développer. C'est juste que ça nous donne une capacité d'accélération. On peut aller plus vite. Voilà, c'est principalement ça. On va un peu plus vite pour les décisions. On a des gens qui raisonnent différemment. Alors, parfois, ça peut être un frein aussi, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas forcément le potentiel d'un cabinet parce qu'eux ne raisonnent que de manière financière. Ils disent, voilà, la rentabilité du cabinet, c'est celle-là que vous voulez acheter ou que vous voulez créer. Nous, on estime que ce n'est pas une très bonne rentabilité, mais ils ne voient pas forcément le potentiel qu'une structure peut avoir dans le cadre d'un développement. Bon, mais c'est toujours une culture différente, un échange, et c'est très intéressant et très enrichissant aussi de voir leur manière de penser et de réfléchir qui peut être un peu différente de la nôtre. Et on apprend les uns des autres, et ça, c'est un partage intéressant. Et j'ai une question pour les jeunes internes et futurs praticiens que je représente. Quels sont selon vous les effets positifs? Est-ce qu'il y a des effets positifs de la financiarisation et du regroupement des centres pour un jeune médecin qui finit son internat et qui souhaite s'installer dans le cabinet privé? Est-ce qu'il y a des avantages et est-ce qu'il y a aussi des effets potentiellement négatifs de tout ça, selon vous? Alors, tout dépend de la structure dans laquelle on va rentrer. De toute façon, pour l'instant, il y a plusieurs. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans une structure avec des financiers. On peut rentrer dans une structure qui n'a pas de financiers. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. Rentrer dans une structure dans laquelle il y a des financiers, il faut bien étudier le pacte d'associés et ce qu'on nous propose et connaître la structure dans laquelle on rentre. Est-ce que l'évolution globale du métier qui se financiarise peut rendre plus compliqué l'installation, parce qu'on peut se dire il y a une financiarisation, il y a beaucoup d'argent qui rentre, donc le ticket d'entrée dans un jeune ardeur pour s'associer va être plus élevé, et donc ça sera plus compliqué. C'est une question qui est parfois posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il ne sera pas forcément plus élevé. Alors, on n'a pas le droit de parler de soi, donc je ne peux pas vous parler par exemple, de notre groupe, comment on procède, mais… Ah non, au contraire. Je pense que c'est bien de se baser sur des exemples concrets pour qu'on puisse se projeter. Donc, c'est pas spécialement de l'autopromo, mais on est aussi intéressé de savoir comment vous avez construit, vous, votre groupe et comment vous, justement, vous répondez à ces challenges à travers votre vision. Ça va être très important, je pense. D'accord. Nous, alors, moi, je me suis installé en 2012. Jusqu'en 2019, on était en autonomie, c'est-à-dire on fonctionnait comme un cabinet à l'ancienne. Et nos 10 cabinets, le développement s'est fait par nous-mêmes. On a eu besoin de personne. Après, on a décidé,
Est-ce que c'est parce que j'ai fait un petit séjour à HEC ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on a décidé de faire rentrer des financiers avec nous à hauteur de 25%. Le développement qui se crée maintenant, c'est que évidemment, on va prendre des jeunes radiologues, ils vont avoir des parts au capital, ils vont pouvoir investir, ils vont pouvoir créer, développer, ça n'empêche pas du tout. C'est juste qu'au lieu d'acheter, alors ils sont pas obligés d'investir et d'acheter. Il y a la liberté de prendre des parts et d'investir ou pas. Et ceux qui veulent investir, ils achètent en fait un système d'action. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système d'achat de parts, comme on le faisait à l'ancienne, où j'ai plus de parts que toi, t'as moins de parts, on n'est pas à parts égales, il y a des disparités. Là, il n'y a pas d'histoire de parts. Tout le monde a une part. Donc, on gagne tous la même chose. On a tous le même salaire, on a tous le même revenu. D'accord? Pour le nombre de demi-journées travaillées, le nombre de vacances, enfin voilà. Donc, pour ça, on touche tous la même chose. On a un tarif à la vacation pour le temps de travail. Donc, ça, c'est identique chez tout le monde. Et ensuite, on a l'argent qu'on a voulu investir dans la société, l'actionnariat. Donc, on a un ticket maximal qu'on propose pour ceux qui veulent être à part égale du maximum. Et puis après, on n'est pas obligé d'investir autant, on peut investir moins. Alors, on ne va pas rentrer dans les prix parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Et puis là, du coup, c'est public et c'est pas, j'ai pas envie de parler de tarifs, mais c'est des tarifs très raisonnables qu'on me proposait moi pour rentrer dans d'autres groupes avant que je m'installe avec celui-là. Donc, c'est les tarifs qui se pratiquent globalement sur le marché. Et ça permet. Est-ce qu'il y a un risque qu'un jour. Pardon. Oui, non. Et donc, en fait, c'est un système d'actionnariat. Et donc, si la société prend de la valeur, au même titre que si vous achetez des actions en bourse, si la société, elle prend de la valeur, les actions valent plus cher. Et si la société perd de la valeur, les actions valent moins cher. Vous prenez le risque de votre société dans laquelle vous travaillez. C'est ce projet-là qu'on fait. Si vous avez mis 100 €, si la valeur de la société double, vos 100 €, ils valent 200 €. Et les cycles, c'est entre 5 et 7 ans. Donc, c'est un peu comme une selle, où tous les 7 ans, on réendette la selle. Là, c'est le même principe, sauf que le prix, ça va être un prix de marché et que ça ne va pas être le prix que les radiologues vont vouloir s'auto-revendre. Parce que dans le système de selle, ce qui est un peu différent, c'est qu'on décide d'un prix de revente, la société s'endette et avec ce qui reste, on va se payer les salaires. Donc, si on se prend un gros prix pour la selle, il ne reste plus rien comme salaire. Et si on prend un petit prix de selle, il reste des gros salaires. Bon, après, c'est un arbitrage à faire entre combien on va être imposé tous les 7 ans à 30% ou combien on va être imposé tous les mois à 50 ou 60% d'imposition. Mais il faut quand même qu'il reste de l'argent pour vivre. Donc voilà, ça c'était le système des selles. Nous, le système, c'est on est tous payés la même chose pour le même temps de travail. On investit dans la société, on a un système d'actionnariat. Et si la société est prospère et gagne de l'argent, les actions, elles vont prendre de la valeur et elles vont gagner en valeur. Je ne connais pas beaucoup d'investissements qui potentiellement peuvent doubler ou tripler. Si la valeur double ou triple en 5 à 7 ans, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'investissements qui donnent cette capacité d'investissement et de bénéfices. D'accord. Voilà. Donc après, il n'y a pas de danger particulier. On va continuer à faire le même métier de radiologue. Il faut juste faire attention dans quel groupe on rentre. Voilà. Est-ce qu'on est dans un groupe? Donc, en résumé, la financiarisation peut aider à accélérer le développement de nos cabinets et à l'heure actuelle, ça ne constitue pas un frein, en tout cas, pas de façon majeure, c'est utilisé comme une aide. Voilà. C'est le même métier, voilà. C'est juste merci beaucoup. On s'associe toujours avec des humains, quoi. Donc, si c'est des gens avec qui on a envie de travailler, que le projet médical est plaisant, que la manière de travailler, de toute façon, quand on remplace pendant l'internat ou pendant le clinica, on voit les cabinets où le but, c'est de faire un maximum d'examens en allant très très vite. Les cabinets qui veulent
faire un peu moins d'examens, mais de meilleure qualité. Après, c'est un choix. Et puis après, il y a, avec ça, on met en parallèle un tarif horaire, un revenu, et puis on trouve son équilibre et ce qu'on cherche. Là, c'est la même chose. Mais c'est juste, en plus, le financier qui est dedans, et voilà, quel pacte on a avec le financier, quel droit de regard il a sur notre manière de travailler. Ok, super. Merci beaucoup, Dr. Lentner. On peut passer, donner la parole au Dr. Zetoun. Donc, pour expliquer, est-ce que vous pouvez expliquer, Dr. Zetoun, donc je vous rappelle qui a cofondé le groupe d'achat en imagerie médicale. Pourquoi, Dr. Zetoun, pourquoi créer un groupement d'achat? Alors, en fait, comme je vous expliquais, moi, je vais vous expliquer la genèse de ce groupement d'achat, pourquoi on a eu cette idée. En fait, comme je vous expliquais avec mon associé ami David Marciano, on a eu l'ambition de créer notre propre groupe. Donc, je voyais tout à l'heure quelqu'un qui posait la question, est-ce que c'est encore possible de créer un groupe? Voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaie de créer notre groupe. Alors, c'est pas exactement un petit cabinet de ville parce que c'est au sein d'un gros pôle de santé. Et je pense que aujourd'hui, si on veut pouvoir créer groupe et effectivement rivaliser avec les gros groupes qui se réunissent, comme en parlait le Dr. Lenzner, je pense qu'il ne faut pas créer un petit cabinet de ville. Il faut déjà avoir une structure assez importante. Donc nous, on a créé en fait un pôle de santé au sein duquel on a réussi à obtenir nos autorisations d'imagerie lourde. Et en fait, c'est quand on a eu ces autorisations qu'on s'est rendu compte qu'on était totalement novice dans ce milieu-là, qu'on connaissait pas les constructeurs, qu'on n'avait pas forcément un gros poids puisqu'on était un groupe naissant et donc on allait probablement se retrouver à payer le prix fort pour le matériel lors de l'achat de notre matériel pour équiper notre cabinet. Donc on a réfléchi, on a regardé un petit peu ce qui pouvait se faire, on a pensé voilà peut-être rejoindre un groupement d'achat, puis on a un petit peu étudié ce qui se faisait et c'est vrai qu'on n'a pas été vraiment satisfait et qu'on n'a pas vraiment été attiré, on n'a pas eu l'envie de rejoindre les groupes qui existaient déjà. Et donc, on a eu l'initiative, pour être honnête, c'est le docteur Marciano qui a eu l'initiative, qui a eu l'idée de créer notre propre groupement d'achat. Alors, au début, ça a été un petit peu artisanal, ça veut dire qu'on a tout simplement appelé nos collègues, nos confrères, nos amis qui aussi avaient des autorisations, aussi avaient besoin d'acheter du matériel. Donc, et puis finalement, le bouche à oreille se faisant, on s'est retrouvé à pouvoir acheter un très grand nombre d'IRM et de scanners et à négocier, donc nous-mêmes, directement avec les constructeurs pour un grand nombre d'IRM et de scanners. On était quasiment arrivé à 15 IRM et 15 scanners. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une envie des radiologues d'appartenir à un groupement et de mutualiser leurs forces pour faire diminuer les prix. Lors de nos négociations, on s'est aussi rendu compte que ça nous permettait de vraiment diminuer les prix de manière très importante pour nous qui sommes toujours d'ailleurs de très jeunes radiologues et dont on n'avait jamais entendu parler. Donc voilà, on s'est rendu compte de ça et donc on s'est réunis donc avec le docteur Raphaël Beron qui nous avait rejoint et on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire. On devrait en fait créer un groupement et on va dire structurer la chose et pas seulement que ce soit un one shot, voilà, un soir, une seule fois et qu'on fasse ça et qu'on structure la chose et qu'on crée vraiment ce groupement d'achat et qu'on puisse en faire profiter le plus grand nombre de radiologues de ce qu'on vient de découvrir, qui avait la possibilité de vraiment diminuer énormément les prix en se réunissant. Donc, on a eu cette idée, on a fait une réunion. Excuse-moi. Est-ce que ce groupement d'achat est finalement une alternative au regroupement des centres de radiologie dont on discutait tout à l'heure? Est-ce que c'est une alternative, que c'est complémentaire? Est-ce que c'est autre chose comment est-ce que une alternative, je pense pas que ce soit une alternative, mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ça peut permettre à des groupes de radiologie qui ont, on va dire, moins de poids, qui ne sont pas regroupés, qui n'ont pas forcément envie de se regrouper, de bénéficier davantage et de bénéficier du même poids que ces gros groupes de 40, 50, voire 60 radiologues, en étant, voilà, nous on est 5 radiologues et on va réussir à obtenir des prix sur les machines qu'obtiennent les groupes de 50, 60 radiologues. Ça, on l'a comparé à plusieurs reprises et on s'est rendu compte de ça. Donc oui, ça permet en tout cas aux groupes qui ont envie de garder leur indépendance et de pas forcément se retrouver dans des méga groupes d'obtenir voilà, des avantages qu'ils n'obtiendraient pas s'ils ne se réunissaient pas. Voilà, la question qui me vient, pour faire le lien un peu avec ce que vient de dire Samuel, c'est il fait le lien en fait entre le regroupement de centres, donc on peut imaginer pour les groupements la mutualisation des coûts
du coup des capacités d'achat supplémentaires. Vous parlez de groupement d'achat justement pour peut-être s'affranchir un peu de ce souci. Mais est-ce que par exemple, on aurait pu imaginer que vous auriez eu cette idée il y a 10 ans, par exemple? Parce qu'il y a 10 ans, est-ce que vous auriez pu avoir l'idée de créer ce groupement d'achat ou est-ce que l'idée, elle vient maintenant en 2021 parce qu'on a ce phénomène de regroupement de centres et justement de concentration et de financiarisation? En fait, bon, on n'a rien inventé sur le groupement d'achat, ça existe. Il y a déjà des groupements d'achat qui ont été faits. Donc nous, on a créé un groupement d'achat. On l'a fait aujourd'hui parce que ce qui se fait sur le marché, nous, on trouve qu'effectivement, c'est améliorable. Donc je pense, il y a déjà des groupements d'achat qui ont été créés il y a 10 ans. Après, je pense que la façon dont nous, on l'a créé, et ça, c'est la deuxième partie, en fait, c'est comment on a structuré notre groupement d'achat. Ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été fait il y a 10 ans et qui n'aurait pas pu être fait il y a 10 ans et qui, voilà, est assez moderne et assez novateur. Et effectivement, ça arrive bien puisque c'est une façon, effectivement, de pouvoir répondre pour les petits groupes, petits ou même pas forcément petits, mais de pouvoir répondre pour les groupes aux plus gros groupes et effectivement de pouvoir, on va dire, rivaliser avec des fonds ou avec des personnes qui ont des moyens bien plus importants que ces groupes. Ok, ok. Non, mais ça paraît clair hein, de mon côté. Voilà. Comment? Ça paraît clair de mon côté. Ça veut dire que vous insistez sur le fait qu'il y a quelques temps, ça aurait pas pu être possible. Enfin, l'idée n'aurait pas pu naître. Et aujourd'hui, ça naît parce que c'est le contexte qui favorise. Parce que c'est très intéressant pour tous ceux qui vont chercher des conseils sur l'entrepreneuriat, d'expliquer qu'une idée, ça part de l'analyse d'un marché et de l'évolution de ce marché. Et c'est dans cette évolution qu'on peut trouver de nouvelles idées justement pour y faire face. Oui, bien sûr. Ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, nous, là où c'est un petit peu novateur aussi, c'est que voilà, c'est que quand on a décidé de structurer en fait le groupement, on a en fait eu l'idée de créer une marketplace. Et c'est là vraiment qu'on se différencie aussi beaucoup des autres groupements d'achat. C'est qu'en fait, nous aujourd'hui, on donne la possibilité aux radiologues de se connecter sur notre marketplace et de venir en fait réaliser des devis, paramétrer leur matériel. Et donc gagner énormément de temps et être secondairement rappelé par les constructeurs. Et en fait, sur cette marketplace, on a réuni l'ensemble de l'offre nécessaire à un cabinet de radiologie. Ça va du matériel, ça passe aussi également par les services et tout ce qu'on peut retrouver en fait, le consommable bureautique, le consommable médical. Et ça, c'est révolutionnaire dans le sens où ça n'a jamais été fait. Et effectivement, c'est dans l'air du temps puisque c'est une marketplace, alors que tout se faisait pour l'instant, on va dire, de bouche à oreille ou par téléphone. Voilà, donc ça effectivement, c'est quelque chose qui n'aurait pas été fait et qui est, à mon sens, dans l'air du temps. Ok. Ça, j'interviens aussi, c'est un vrai message, ça, que David envoie, c'est-à-dire que il y a énormément de choses qui existent déjà, mais tout peut être fait aussi bien ou mieux et différent. Et ça, c'est vraiment ce qu'on apprend en école de commerce tout bêtement, hein, c'est que même si quelque chose existe déjà, rien ne vous empêche d'essayer de faire et de faire mieux et différent. Donc, ce qu'il a créé, évidemment, ça existait déjà les groupements d'achat. Il y a des groupements d'achat qui étaient déjà présents et qui regroupaient plein de cabinets en France, mais ils ont été novateurs sur d'autres idées et en apportant des choses nouvelles avec leur regard neuf, plus jeune peut-être, en faisant la marketplace qui, elle, n'existait pas sur les autres sites. Donc, de toute façon, il ne faut pas croire que tout a déjà été fait, que quand il y a déjà eu une idée, elle est réglée, ça sert à rien, c'est un marché sur lequel on ne peut pas rentrer. Il y a toujours de la place et on peut toujours faire quelque chose dans le milieu. Ça, pour les plus jeunes, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire ne croyez pas que tout a déjà été fait, il y a toujours des idées à faire, des choses à améliorer et des choses à entreprendre. Ça, c'est clair. Ok, bah, merci beaucoup à tous les deux pour vos remarques. On peut donner la parole au docteur Ben Cheikh. Donc, on le rappelle, cofondateur d'un des plus grands centres de téléradiologie, donc Imadis. Et donc, première question pour le docteur Ben Cheikh. Est-ce que vous pouvez nous parler de la téléradiologie et de votre centre et comment la téléradiologie permet-elle de pallier aux déserts médicaux et particulièrement aux zones où il manque
cruellement d'imagerie médicale. Donc, effectivement, nous, on a monté, pour le coup, à l'époque où on a développé cette aventure, on a eu l'idée en 2007, il n'y avait pas encore de société de solutions de téléradiologie qui existait en France. C'était consolidé, ça existait aux États-Unis. Donc, on voyait que ça marchait avec des gros centres qui permettaient d'interpréter les examens en urgence pendant la nuit. Et on a, à la sortie de Stacistana, on a commencé un petit peu à chercher où on pouvait s'installer. On a remplacé dans des centres périphériques. Et dans ces centres périphériques, on a un petit peu vécu la réalité de la pénurie des radiologues dans ces centres hospitaliers, surtout pour l'activité d'urgence. Cette pénurie, elle était à un niveau parce qu'il y avait la démographie médicale qui était vraiment quasiment au pire niveau. Et, ça lag, non? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. On dirait qu'il y a un petit écho. Mais on t'entend quand même. Ah ouais. Effectivement, il y avait, c'était à l'époque, en 2007-2008, il y avait une démographie médicale qui n'était pas favorable. Et donc, les examens d'urgence étaient de plus en plus importants. Donc, ça nous paraissait simple et très pertinent de mutualiser les moyens humains. Et la téléradiologie, ça a commencé un petit peu comme l'intelligence artificielle il y a 2-3 ans à apparaître comme une solution fiable et utile. Donc, on a effectivement, s'est lancé dans cette aventure parce que pour la mutualisation, c'était effectivement compliqué pour les services hospitaliers qui étaient pour la plupart devaient prendre en charge les urgences. Il y avait une inégalité de répartition de l'offre des soins, à la fois géographique, ou dans les CHU ou dans les gros centres, c'était attractif pour les radiologues, mais les centres périphériques, c'était plus difficile d'attirer les radiologues, mais aussi entre le public et le privé, où la majorité des urgences et la PDS était faite sur le. Donc, on est rentré avec le pied dans la porte cette téléradiologie d'urgence, parce qu'en fait, la téléradiologie, pour le programmer, il y avait suffisamment de radiologues, mais ce qui était vraiment très pénible, c'était cette activité d'urgence, qui est une activité qui est exigeante. Nous, on adorait ça. On sortait de Noirion où il y avait un gros centre d'urgence, donc ça nous plaisait vraiment fortement. Mais on est arrivé un petit peu dans cette activité où la téléradiologie pouvait répondre à cette problématique d'inégalité de répartition d'offres de soins et de pénurie médicale. Avec le temps, donc ça c'était il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, avec le temps ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, le marché est consolidé et maintenant, on travaille avec des centres hospitaliers qui ont les ressources radiologiques, qui auraient les ressources radiologiques nécessaires pour faire leur activité de garde et de nuit, mais qui préfèrent externaliser parce que la téléradiologie, c'est aussi, ou la façon dont on l'a montée nous, c'est extrêmement efficace avec des outils, des process qui rendent les choses extrêmement efficaces. Et pour les radiologues, des sites, ça permet de se structurer et d'avoir un peu une stabilité des équipes. C'est-à-dire que quand on est d'astreinte, on fait tous des gardes et des astreintes. Quand on est d'astreinte et qu'on enchaîne des examens toute la nuit, le lendemain matin, on n'est pas frais. Quand on est de garde, il y a le compensateur et on ne peut plus travailler derrière. Donc, il y a des centres qui préfèrent externaliser cette activité afin de garder leur force pour les activités autres, en journée, de la scénologie, de l'interventionnel, des choses comme ça. Parallèlement à ça aussi, cette offre de téléradiologie permet aussi d'augmenter l'attractivité pour ces centres hospitaliers, parce que quand on dit à des radiologues, en fait, cette activité d'urgence est difficile et pénible, et quand on dit, venez dans notre hôpital périphérique, il n'y a pas de garde, il n'y a pas d'astreinte, et à 18h, à 20h ou à 22h, vous avez fini votre journée, vous rentrez chez vous, ça permet aussi à des radiologues de s'installer. Donc il y a aussi un petit peu un shift entre cette solution qui était au départ vraiment pour répondre à une pénurie et puis maintenant une organisation qui est un petit peu plus mature.
d'activité en téléradiologie. Justement, quel a été le cœur de votre savoir-faire chez Imagis au moment où vous avez monté le projet? Qu'est-ce qui a été le plus complexe? Est-ce que c'est la plateforme sur le plan technique? Est-ce que c'est la mise en œuvre sur la réglementation? Quel a été votre gros challenge au début au début de ce projet? Alors, au départ, on était vraiment le cœur du savoir-faire. Initialement, notre cœur de savoir-faire, c'était le médical. On était radiologue, on savait ce qu'on voulait faire, on aimait l'urgence. Et en fait, le reste, on était assez, comment dire gentiment, on n'était pas très bon. On était complètement à côté de la plaque. Les premières réunions, quand on avait l'idée de ce projet, on se réunissait le soir à la maison. Au départ, on était même 7. Et puis, autour de plateaux de charcuterie, de fromage et de vin, parce qu'on est à Lyon, on disait, bon, alors, comment on va mettre ce truc? Super, on va acheter un Mac, on va mettre Osiris. Où est-ce qu'on va mettre Osiris? On va le mettre chez toi par une bonne ligne sur la Freebox. En fait, on était complètement à côté de la plaque sur plein de plans techniques. Donc, c'était ce savoir-faire. En fait, on serait peut-être pas parti si on avait connaissance d'autant de difficultés. Mais avec le temps, mais par contre, on savait où on voulait aller, on était assez ambitieux. Donc, ce savoir-faire, ça a mis pas mal de temps. Entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a fait la première garde, il y a eu plus d'1 an et demi pour structurer. D'accord. Et quel business pour model revenir à la téléradiologie, juste aussi, il y a alors, ouais, le business model, initialement, là encore, ça fait un peu peintre, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat un petit peu de terrain. C'est qu'au départ, le business model, il était assez léger, voire assez inexistant. C'est-à-dire qu'on s'était basé sur… faut imaginer que rien n'était fait. Il y avait le CERF et le Conseil de l'Ordre qui avaient édité le livret blanc et les guides de bonnes pratiques et de déontologie. Donc, on savait qu'on s'était basé là-dessus. On savait qu'il nous fallait un coup à l'acte, puisque c'était, on comprenait l'acte intellectuel, le technique. Et quand on est parti, en fait, on n'avait pas vraiment de business model. On a fait un investissement personnel, les 5, chacun de 1 000 ou 1 500 euros. On a fait un emprunt bancaire, c'est plus autour de 200 000 euros. On a essayé de gratter des subventions qu'on n'a pas réussi à gripper. Et puis après, pendant 2 ans, on a travaillé sans se rémunérer, beaucoup, en étant de garde 1 fois par semaine, un week-end sur 5, et en se disant, mais en fait, avec un seul centre, on est en train de… c'est pas rentable, on ne sait pas où on va. Les débuts ont été franchement difficiles. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, la chance qu'on a, et aussi ce que je veux dire, c'est qu'en tant que radiologue, l'argent n'était pas le moteur, parce qu'on n'avait pas besoin d'Imagis pour manger. On était radiologue à côté, c'était presque que du bonus. Donc, les décisions n'étaient pas prises orientées vers un business model. On se disait, on veut vraiment plutôt construire une façon de travailler nouvelle qui nous intéresse, et puis c'est venu après. Alors maintenant, c'est un peu… Alors, une autre petite question, c'est un peu la même question qu'on a posée au docteur Zetoun, mais j'ai envie de comprendre, donc j'ai bien entendu 2007, la naissance du projet, 2008, la création d'Imagis. Pourquoi à ce moment-là? En fait, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là pour se dire, OK, c'est le moment pour lancer un projet de téléradiologie? Parce qu'on voit aujourd'hui que ça se développe, on est en 2020, on voit qu'il y a de nombreuses structures qui se développent en téléradiologie, donc ils ont mis du temps un peu à trouver un peu le même secteur que le vôtre. Pourquoi vous, dès 2007, l'idée elle est venue et on se réunit avec des amis et on dit qu'on lance le projet? En fait, je pense que c'était dans l'air du temps, quoi. C'est un petit peu comme, on en parlait beaucoup à l'époque, c'est un petit peu comme l'intelligence artificielle. En ce moment, on sentait que c'était quelque chose qui devenait mature, qui allait être une façon de travailler qui serait indispensable. En fait, cette idée de mutualiser les moyens humains pour des centres périphériques et une meilleure organisation, c'est quelque chose qui semblait évident. Donc, il y avait une maturité technique qui arrivait. Donc, c'était vraiment le moment où c'est sorti. Il y a eu il faut couper le micro de AC. Qui est sorti à ce moment-là, puisque parmi les grandes sociétés de grosses en France, quasiment la même année,
serait de trouver une façon de votre qui va se prêter au jeu du maître. Ainsi, vous allez. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous Coupez le plaît? micro de AC parce que là, on n'entend plus rien là. C'est le moment de répéter. AC, Surtout. vous pouvez pas couper le micro, les admins? Je pense que c'est bon. Docteur Bell. Ici, j'essaie de couper là, mais Adam Fa, il le remet. Ah voilà, c'est bon, c'est bon. Ouais, je pense que là, on est bon et on touche un sujet, moi, que j'aime bien avec Dr Bencher, c'est vraiment la naissance du projet. Donc là, vous expliquez un peu le contexte. Je me permets juste de glisser une petite question en même temps. On comprend qu'à ce moment-là, à cette période, c'était le moment de lancer la téléradiologie. Moi, ce que je me demande, c'est aussi pourquoi vous? C'est-à-dire, il existe plein de radiologues et pourquoi c'est vous qui avez eu l'idée à ce moment-là et c'est pas d'autres radiologues? Qu'est-ce qui a fait dans votre parcours que l'idée est venue et que vous avez analysé ça comme une opportunité? Alors, je pense que d'autres ont eu l'idée. C'est-à-dire que c'est un peu comme tout. On arrive maintenant avec 10 ans de recul et puis on voit ceux qui sont consolidés, ceux qui sont sortis. Mais au moment où on a commencé à avoir cette idée, il y a eu, c'était vraiment dans l'air du temps. Il y a plusieurs personnes qui ont eu l'idée. Les hospices de Lyon voulaient aussi monter un projet. Il y avait d'autres personnes qui ont, quand ils nous ont vu démarrer, ils ont dit bah oui, on va faire pareil. Donc il y a eu un petit enclenchement. Et pourquoi nous? Ben, en tout cas, je ne sais pas pourquoi nous, on a eu plus l'idée. Je pense que l'idée, elle a germé. Il n'y a pas eu que nous, puisque ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu plusieurs sociétés. Donc l'idée a germé. Mais en tout cas, peut-être que nous, on s'est vraiment accroché. Et le fait d'être plusieurs dans cette aventure, on n'a pas lâché, quoi. Et ça a été vraiment une aventure commune et c'est cette aventure entrepreneuriale, seule, je ne l'aurais pas menée. Et je pense qu'il y a des gens qui voulaient peut-être la faire seule, mais nous, la force qu'on a eue, c'était vraiment d'être un groupe. Et vous, Dr Bentek, vous parliez d'IA il y a un instant. Est-ce que vous pouvez, donc j'ai vu qu'à Imadis, vous utilisez pas mal de solutions d'IA, notamment celle la société dans laquelle travaille Benjamin, AZMed, pour les fractures. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur l'IA et notamment en téléradiologie? Quelle a été votre expérience et votre ressenti sur l'utilisation de l'IA dans votre société? Donc, en fait, aussi, pourquoi on a monté Imadis, c'était pour structurer et inventer une nouvelle façon de travailler. Et c'est ce qui nous permettait aussi de tester des outils et des organisations. Donc, moi, l'un de mes rôles dans Imadis, c'est de faire des partenariats et d'avancer des outils, en particulier avec l'IA. Donc, on a travaillé, on a cherché des solutions. Nous, essentiellement, notre grosse activité, c'est plutôt l'imagerie d'urgence en imagerie en couple. Donc, on fait essentiellement du scanner. Donc, on avait commencé à évaluer et maintenant, on a un partenariat avec la société EIDOC qui fait des solutions de scanner pour la recherche d'hémorragie intracrânienne et d'embolie pulmonaire. Et donc, nous, notre volonté, c'est de donner toujours des conditions de travail les plus confortables possibles pour nos radiologues et pour se planter le moins possible. L'imagerie d'urgence, c'est une imagerie qui est exigeante, qui est compliquée, qui se fait la nuit, on est fracassé. Si on se plante, c'est tout de suite grave. Donc, on a besoin de sécuriser les choses. Et effectivement, l'IA se pose comme un outil, une solution importante. Donc, on a travaillé avec l'intérêt que ça avait et on l'a utilisé. Et là, on est en train effectivement, à côté de cette activité principale à Imadis, on fait aussi de la relecture de radio d'urgence pour des centres hospitaliers qui n'ont pas les ressources radiologiques pour lire. Donc, on a des radios avec toutes les informations cliniques par l'urgentiste et elles sont lues systématiquement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a aussi intégré l'IA. Et là, on est en phase d'évaluation avec les 3 acteurs d'IA en France, donc qui sont AZMed, Glimmer, avec lequel on a travaillé, on a commencé plus longtemps, et là on va commencer 1000 vues, et on va vraiment faire une étude clinique pour voir vraiment ce que ça apporte avant de se décider de là où on utilise. Une autre utilisation, pour répondre simplement à ta question,
c'est que ça aide bien à partir du moment où on a le radiologue a déjà pas mal de recul et d'expérience là-dessus. Parce que parfois, quand l'IA te montre un faux positif, si tu ne sais pas exactement et que tu es jeune interne, tu peux être emmerdé. Donc, ce n'est pas un outil qui est effectivement, je rejoins vraiment Grégory. Bon, on avait beaucoup de peur sur l'IA en disant on va être remplacé. Et avec le recul, je pense qu'on a, c'est un outil qui est très important, mais qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. D'accord. Mais c'est ça, en fait, c'est un outil qui, de ce que j'ai compris, a une excellente, enfin, globalement, ça dépend des solutions, mais globalement, a une excellente sensibilité, donc qui permet d'éliminer des faux négatifs. Mais le gros problème actuel, c'est que la machine va nous désigner plein de faux positifs, de voir des fausses fractures, ou alors voir des hémorragies qui sont en fait un drap, par exemple. C'est un peu le problème actuel, c'est ça? C'est un peu ça, et ça dépend en fait des algorithmes et des performances. Donc ça, on attendra de voir ce que sort l'étude. C'est un peu l'objet de l'étude. Entre les trois sociétés, Glimmer, AZMed et Milview, on n'a pas suffisamment de recul, mais on sent déjà qu'il y a des différences d'efficacité. Mais effectivement, le vrai souci, en fait, il faut voir l'IA comme un filtre, un filet de sécurité qui est très sensible et assez peu spécifique. C'est comme si on avait un interne hyper qui vient d'apprendre quelque chose et qui est vraiment hyper rigoureux, hyper régulier, qui regarde tout en disant tiens, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, pour le moindre truc. Et donc, ça attire l'œil. Et quand à 3 h du matin, on loupe quelque chose, on est bien content que l'interne a dit bah, ça c'est quoi, ah bah ouais, tiens, ça c'est une hémorragie. Mais en même temps, il montre beaucoup de choses qui sont parfois pas justifiées. Enfin, il y a pas mal de faux positifs. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous avez évoqué plein d'entreprises et parmi toutes ces entreprises, eh ben, il y a beaucoup de Français. Donc forcément, on parle d'AZMed parce que c'est une entreprise dans laquelle je travaille, mais aussi les autres acteurs sont français. Donc je trouve qu'en France, en tout cas en radiologie, on parle d'Imadis, c'est français, on parle d'AZMed, on a dit Glimmer, on a dit Milvue, il y a forcément plein d'autres entreprises qui sont positionnées sur le secteur. Je trouve ça quand même très valorisant pour notre formation à nous et pour notre système de voir qu'il y a des talents et des pépites un peu tech qui se montent et qui sont favorisés par le contexte un peu français, donc les aides à la fois financières, mais également la formation académique. Voilà, le webinaire qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, c'est aussi un message qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent et les internes, c'est qu'il y a vraiment de la place, en fait. Il y a de la place, on a du talent en France, et je pense que c'est aussi aux internes et aux jeunes radiologues dans ce secteur, bah, du coup, de se lancer et de s'approcher des porteurs de projets pour commencer à s'ouvrir l'esprit et pourquoi pas apporter une plus-value dans ces actions entrepreneuriales. Pour rebondir là-dessus, effectivement, l'IA en France, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a plein de startups françaises qui se développent. Il y a plein d'entrepreneurs là-dedans. Et justement, Jean-Paul en parlait tout à l'heure, il y a Dream France IA en termes d'intelligence artificielle. Dream France IA, c'est quand même quelque chose qui a été créé en partenariat avec l'ASFR et la Fédération des médecins radiologues, donc avec un partenariat public-privé pour créer la plus grosse base de données et d'images mondiale en réunissant toutes les… Enfin, c'est quelque chose qu'on essaye de créer et de mettre en place. Et on discute avec Matignon, on parlait d'Olivier Clatz tout à l'heure, qui est à Matignon, on discute avec Matignon pour mettre en place cette énorme base de données d'images en mettant en commun et en arrivant à connecter l'ensemble des PACS de tous les services de radiologie, qu'ils soient publics ou privés en France, pour qu'on puisse tous interagir et avoir la plus grosse base de données mondiale, parce qu'on est les seuls à arriver à faire ça pour l'instant. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a réussi à faire ça. Donc là, c'est un gros challenge que Dream s'est lancé de mettre ça en place. Voilà. Donc on pousse encore plus dans le domaine de l'IA parce que ça va faire une base de données et l'IA a besoin de la data. Sans data, il n'y a pas d'IA. Donc, Dream va vraiment aider les startups à se développer à ce niveau-là.
du coup, on voit encore une nouvelle initiative qui pousse un peu à l'innovation. Et pour conclure un peu sur cette partie et donner après la parole au professeur Bérégi, on voit du coup qu'il y a des startups qui se montent, il y a des projets, et ces projets, ils doivent trouver leurs clients, ils doivent trouver leurs premiers utilisateurs. Moi, il y a une question qui nous est revenue un peu dans les commentaires avant de préparer ce webinaire, c'est quelle est la place vraiment de l'innovation aujourd'hui, notamment dans le secteur public. On voit que dans le privé, voilà, on a parlé avec le docteur Lenksner, avec le docteur Benchek sur le fait qu'ils utilisent des solutions innovantes. Quel est aujourd'hui le rôle du public justement pour favoriser l'émergence de ces technologies? Parce que sans utilisateurs, c'est très compliqué de poursuivre le développement. Alors, je pense que je prends la parole pour un petit mot de conclusion. Merci aux trois orateurs et merci aux animateurs. Je reprends un petit peu les trois intervenants qui étaient vraiment de profils différents et volontairement. Je pense que Grégory, on a bien compris que c'était important que tous les radiologues, en tout cas dans le libéral, s'impliquent dans l'organisation de leur cabinet. Souvent, voilà, on pense que voilà, l'interprétation du scanner, l'IRM, l'écho, bah, ça suffit. Non, c'est très important de s'impliquer dans le fonctionnement de leur cabinet. Donc, des fois, c'est pas si simple que ça, que ce soit un cabinet à 4-5 ou à 25 ou 50, etc. Donc, c'est important, en effet, d'acquérir ça. Et c'est vrai que, bon, dans le cadre du CERF, on fait quelques modules professionnels, mais voilà, c'est aussi un vrai métier que de savoir parler à des financiers, que de parler à des banques, que de parler, etc. Et voilà, donc c'est important qu'il y ait quelqu'un au sein des cabinets qui s'investissent là-dedans. Je fais une parenthèse sur le public. C'est important aussi que les radiologues publics s'impliquent dans le cadre de leur établissement s'ils ne veulent pas être voilà, phagocytés par les autres spécialités. Donc, on a ce rôle très important finalement d'entrepreneur, voilà, où on doit connaître du juridique, du financier, etc. Il y a de multiples organisations sur les cabinets qui existent. Là, à travers le chat, voilà, cabinets, gros cabinets, les PAR, les GIE, les GCS, les CEL, les SCM, etc. Je crois que j'ai tout connu entre le nord et le sud. Voilà, je m'occupe de pas mal de structures diverses et variées, que ce soit sur Arles, Alès ou autre. Voilà, tout existe, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une organisation type. Voilà, donc regardez bien et surtout si vous installez, n'hésitez pas à prendre des conseils. Voilà, pour être sûr que vous ne vous faites pas avoir, et le Conseil de l'ordre peut vous aider en effet là-dessus. Sinon, David, moi je retiens que c'est très intéressant son expérience. C'est que c'est pas parce qu'on est un petit cabinet qu'on ne peut pas entreprendre. Petit cabinet, excuse-moi, c'est pas péjoratif. Hein, c'est par rapport à des grosses entreprises, des gros groupements. Et je pense que c'est tout à fait intéressant et de se prendre en charge et que ensemble, finalement, en regroupant des cabinets divers et variés, des cabinets intéressés, en proposant des choses innovantes, voilà, eh bien, ils ont obtenu une réduction des prix, une réduction des charges, de meilleurs équipements et donc, au final, un meilleur rapport qualité-prix. Et donc, vraiment, je félicite Grégory et David aussi pour ces deux actions-là qui sont finalement en marge de notre offre de soins radiologiques, mais qui sont très importantes, qui sont un peu le back-office de notre spécialité. Alors, pour parler d'Alexandre, lui, il est plus rentré dans l'offre de soins. Je ne dis pas que c'est pas bien, etc. Au contraire, c'est très appliqué. Voilà, le soutien, je me rappelle très bien les débuts de sa société. Moi, ce que je retiens, bah, c'est la volonté et l'envie d'entreprendre. Je crois que c'est très important, que bah, c'est difficile, mais si vous commencez à faire les plus et les moins quand vous partez sur un entrepreneuriat, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas tellement prêt à partir. Il faut partir. Voilà, vous êtes entre copains et vous avez envie de le faire. Et puis, c'est dur au départ. Et puis, vous savez que ça marche au bout de quelques années. Je crois qu'il l'a bien dit là-dessus. Et je pense que leur force, c'est de savoir, d'avoir su écouter les besoins, de s'adapter sur l'offre, comme il l'a dit. Et voilà, il a vécu une aventure, il a osé, il a cru. Donc voilà, il a mené ce combat et on peut le féliciter pour en tout cas ce beau projet, etc. Ce projet patient qui arrive sur des organisations territoriales, etc. Donc bravo à tous les trois. Alors sur la question que Benjamin me pose sur l'entrepreneuriat dans le public, et pour rebondir sur la remarque de Dream Francia, en fait avec le CERF, le Collège des enseignants, on regroupe déjà un certain nombre de choses et on fait la partie, on va dire, recherche
Et donc, il existe déjà des bases de données. On a gagné un H2020 avec d'autres pays européens pour regrouper 40 000 dossiers de cancer sur 4 cancers différents. Donc, c'est avec Laure Fournier que l'on fait ça. Et donc, on structure déjà un certain nombre de choses. Je rappelle que l'innovation, finalement, c'est la recherche qui peut se commercialiser, c'est-à-dire qui trouve finalement un marché, une économie qui permet de financer l'achat soit de matériel, soit de services. Voilà, donc c'est très important de concevoir voilà, l'innovation comme quelque chose qui est la continuité d'une recherche. Voilà, c'est pas forcément une finalité en soi que toute recherche soit commercialisée. Il y a des recherches qui ne sont pas forcément commercialisables, mais voilà, en tout cas, si on a cet objectif-là, c'est important bien sûr que l'innovation s'autofinance avec un projet viable, entre guillemets. Donc la difficulté, c'est les 80 ou 90 startups qui existent en ce moment sur l'IA, et malheureusement, il y en a plusieurs qui ont fermé au cours de cette année 2020 parce que l'année a été difficile avec la crise sanitaire. Voilà, on sait que toutes les startups voilà, n'ont pas la chance de passer le cap des 3 ans, des 7 ans, etc. Donc voilà, il faut s'accrocher. Au niveau du public, on peut aussi innover, hein. On peut prendre des brevets, on peut voilà, avoir pas mal de choses, on peut prendre des parts dans des sociétés également, donc ça c'est un sujet en soi, donc je ne vais pas m'étendre là-dedans, et en tout cas dans le cadre du CERF et de la SFR, on tente de ne pas opposer public et privé, ça c'est important, il faut qu'on soit tous alliés ensemble pour l'innovation, et surtout il y a un gros soutien sur les startups et sur les grosses entreprises hein, qui innovent également, il faut pas, elles ne sont pas forcément représentées ce soir dans les orateurs, mais voilà, les grosses entreprises innovent également, et donc on a besoin de tout ça. Et là, actuellement, entre le Ségur de la santé et les projets d'avenir, on a tout intérêt à se regrouper pour que l'innovation en radiologie française soit plus visible encore. Voilà un petit peu le mot de conclusion de cette deuxième partie que je voulais vous faire. Merci beaucoup, professeur Benjamin. Merci beaucoup, professeur. On va enchaîner du coup sur la troisième partie. Alors, c'est une partie qui va être un peu différente des deux premières. Ça va être une partie un peu plus intime, un peu plus personnelle. J'explique. Là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'au-delà de l'idée sur laquelle on part, donc l'idée que ce soit monter un groupement, monter une plateforme de téléradiologie, monter une plateforme d'achat, ce qui compte également, c'est la personnalité de l'entrepreneur et ses motivations. Donc là, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, la question marché, la question évolution de tout ce qui se passe dans la radiologie, on va essayer un peu de se plonger dans la tête des entrepreneurs, donc les 3 intervenants qui sont là. Et le fil rouge un peu de cette partie, c'est vraiment comment concilier sa vie d'entrepreneur et son métier de radiologue. Alors, je m'explique. L'idée de cette question, c'est qu'en entrepreneuriat, la plupart du temps, on parle de focus, c'est-à-dire sa capacité à être 100% impliqué sur le projet. Sauf que quand on est radiologue, on a à la fois une activité médicale et une activité d'entrepreneur. Donc moi, la question que je me suis posée, parce que je ne suis pas radiologue, je me suis dit, est-ce que être radiologue, c'est un obstacle et est-ce que c'est compatible avec la vie d'entrepreneur ? Et ça va être vraiment la question qu'on va suivre tout au long de cette partie pour le temps qui nous reste. Mais avant ça, une question très simple pour chacun des intervenants. Pourquoi vous avez décidé d'entreprendre ? Fondamentalement, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer le projet ? Et est-ce que c'est la même chose aujourd'hui qui vous drive et qui vous fait vous lever le matin ? Donc, on va commencer un peu dans l'ordre pour le docteur Lenxner. Moi, clairement, c'est ça qui me fait me lever le matin. J'adore la radiologie, j'adore la médecine, mais ce que je dis toujours, c'est radiologue, surtout en ville, c'est un plaisir instantané. C'est-à-dire, vous voyez un dossier, vous voyez un patient, vous vous occupez de lui, vous faites le diagnostic, vous avez fait votre examen, vous faites le diagnostic, vous lui donnez son compte-rendu, terminé, suivant. D'accord ? Ça, c'est la plupart du temps. Quand on est en clinique, c'est un petit peu différent parce qu'on peut suivre un petit peu des patients, surtout en oncologie. Ils vont, ils viennent, on les revoit, on les suit. Mais dans les cabinets de ville purs, souvent le patient vient, il fait son examen, il s'en va. Donc plaisir instantané, on a fait un beau diagnostic, on a bien fait notre travail. Ce qui nous fait nous lever le matin et nous coucher tard le soir aussi, parce qu'un projet entrepreneurial, c'est aussi se coucher tard le soir, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais créer, quelles nouvelles idées je peux avoir, comment on va construire ce nouveau cabinet, quelle machine on va prendre,
et ce qu'on appelle David Zetoun parce qu'il a son groupement d'achat qui est bien. Est-ce que nous, on peut passer directement par nos correspondants constructeurs parce qu'on travaille bien avec eux? Est-ce que j'appelle Alexandre comme je l'ai fait en décembre parce qu'on est en train d'ouvrir un nouveau scan, qu'on va devoir bosser la nuit, que la nuit, nous, on peut pas faire la journée et la nuit, donc on a besoin de lui parce que la nuit, quand il a monté sa boîte, qui m'a dit, nous, on va faire de la télé-radio, on va faire ça la nuit, je l'ai regardé au début avec des gros yeux ronds, je me suis dit, mais il va faire exactement tout ce que je déteste faire, c'est-à-dire les nuits, quoi. Et le soir, je l'appelais, il me dit, bah là, je commence à bosser, je commence ma journée de boulot, il est 20h, et puis je suis de garde cette nuit, c'est moi qui fais la nuit pour 3 hôpitaux, et puis demain matin, je vais aller me coucher. Je me disais, mais c'est pas possible, ce mec est fou. Et en fait, il n'est pas fou, c'est juste que il avait une autre idée, il avait un autre projet de vie qui lui plaisait différemment, et c'est tout à fait compatible. Voilà, c'est chacun doit créer son projet, son aventure, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de monter. Son projet de téléradio, moi, c'était pas le mien, c'est pas ça que j'avais envie de faire, je l'ai pas fait, il l'a super bien fait, et c'est génial. Voilà, et chacun a sa place. Le métier de la radiologie est tellement vaste et tellement diversifié qu'on peut tout faire. Nous, je dis toujours, dans notre groupe, on a des cabinets de ville, on a des centres, on a fait un Medipôle, donc David est en train d'en faire un à Montreuil, nous on en a fait un en 2016, on l'a fait en 2016. Et à l'époque, Agnès Buzyn qui est venue le voir en 2017 parce qu'elle a dit waouh, c'est un truc super innovant, on va venir voir. Après, ils en ont fait un à Lyon, ils en ont fait d'autres. Donc voilà, on a regroupé des spécialistes, de différents spécialistes, aussi des paramédicaux, et on a monté un centre qui fait 1800 mètres carrés. Et évidemment, la radiologie, au cœur d'un groupe comme ça tourne super bien parce que c'est le moteur de l'activité médicale, la radiologie. Tout passe par la radiologie maintenant. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. J'ai une question par rapport à ça. On voit à chaque fois dans votre discours qu'on parle toujours de l'aspect médical et de l'aspect on ouvre des nouvelles structures. Concrètement, comment vous répartissez votre temps? Comment il est réparti aujourd'hui entre le travail de chef d'entreprise et votre activité purement médicale? Alors, on ne dort pas beaucoup, mais ça, c'est un choix. Moi, je dors pas beaucoup, je dors 5 heures par nuit, 6 heures max. Voilà, la journée, je suis radiologue. La journée de radiologue, elle se termine à 19h, à 20h. Et puis, souvent, on enchaîne par des réunions le soir. On se voit parfois le week-end. On a aussi des demi-journées de gestion, c'est-à-dire que il y a aussi des trucs qu'on peut pas faire le soir, hein, quand on doit faire des réunions avec du personnel hospitalier, parce qu'on est aussi dans des ESPIC. Voilà, c'est les réunions, on fait à 8h du matin. Donc, on a des demi-journées de gestion et on a des demi-journées de radiologue et on a des soirées d'entrepreneurs. Voilà, en gros, c'est ça. Et la nuit, quand je dors, je réfléchis à ce que je pourrais faire après. Mais parce que je fonctionne comme ça. On comprend bien que le temps, il est incompressible, c'est-à-dire au bout d'un moment, il faut le trouver. Et vous, là, pour le coup, on a réduit les heures de sommeil. Donc voilà, bon, c'est chacun voit sa passion. À côté de ça, bon, je suis aussi à la FNMR, donc le syndicat des radiologues libéraux. Je trouve aussi le temps pour faire ça. Je fais partie du G4, comme l'a rappelé Jean-Paul Béagi. Il y a Dream, il y a plein d'autres choses. Il y a l'URPS. Bon, mais moi, je suis un hyperactif, donc je fais plein de trucs. Je fais aussi de la musique, voilà. Il faut juste s'organiser, organiser son temps et savoir où on veut mettre ses priorités et ce qu'on veut faire et comment on veut organiser son temps et garder aussi du temps pour sa famille parce que ça c'est essentiel de garder des moments où on coupe le téléphone et on reste avec sa famille et on se retrouve. Ok, merci beaucoup Dr Lenxner. On va passer un peu sur la même question pour le Dr Zetoun. Qu'est-ce qui vous a décidé d'entreprendre et quand je parle de qu'est-ce qui vous a poussé à lancer le projet, vraiment il y a la passion. On l'a senti à travers le webinaire que c'est une passion qui est partagée entre nos 3 intervenants. Là, j'aimerais un peu orienter la question sur ce qui vous pousse à lancer le projet, c'est-à-dire ça peut être l'argent, ça peut être la liberté, ça peut être une ambition perso de vouloir changer un peu les règles du jeu. Vous, à titre personnel, c'est quoi? C'est bien que vous le disiez parce que le dicton de notre groupement d'achat, c'est ensemble changeons les règles du jeu. Donc voilà, mais non, mais moi aussi, effectivement, je suis hyper actif, comme vous l'avez remarqué, et j'ai toujours aimé que ça pulse. Donc j'ai besoin, effectivement, je dors pas beaucoup non plus, comme le Dr Lenxner, et donc j'ai besoin, effectivement, d'être passionné dans ce que je fais, d'être à fond dans ce que je fais.
Donc voilà, donc je suis sorti de mon clinica et donc j'ai eu le choix effectivement de m'installer dans un groupe ou de créer ma propre structure et j'ai eu envie voilà, d'être en fait le leader de mon groupe et de pouvoir un petit peu faire mes choix et de faire un peu les choses comme j'avais envie de le faire. Et quitte à effectivement m'investir, passer beaucoup de temps à m'occuper de ce projet et le faire vraiment de la façon dont j'avais envie que ça se fasse. Et puis c'est la même chose en fait avec le game, c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait rien qui nous correspondait, donc on a eu envie en fait de le faire aussi bien pour nous, mais aussi pour nos confrères radiologues, de pouvoir leur permettre d'accéder à un groupement d'achat qui leur permettrait de diminuer les prix et auquel ils pourraient accéder de manière gratuite et simple. Et donc c'est aussi pour faire profiter nos confrères qu'on a créé le groupement. Et effectivement, moi aussi, c'est quelque chose qui me passionne et qui me fait me réveiller le matin en y pensant et le soir, me coucher le soir tard en y pensant également aussi. On fait des réunions jusqu'à pas d'heure. On avait même notre webmaster du game qui travaillait seulement à partir de 23 heures le soir. Donc, on a fait des longues réunions avec lui jusqu'à très tard la nuit. Mais effectivement, ça, je ne le regrette pas du tout et je suis très intéressé et à fond dans ce que je fais. Et voilà. Ok, donc pour aider les autres, confrères, radiologues, etc. Et aussi pour être un peu aux commandes, je vois. Mais du coup, quand on est aux commandes, il n'y a pas une pression supplémentaire qui se pose. Et en plus, là, si on regarde depuis quand vous avez lancé le projet, donc si on reste sur le game, ça fait 3 mois et on parle de l'autre structure, il y a d'énormes difficultés, une énorme pression quand on est au début de son parcours. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez cette pression? Et aussi, comment vous gérez la peur de l'échec? Parce qu'il y a toujours une peur de l'échec. C'est vraiment intéressant cette question sur la pression parce que au début de cette aventure, honnêtement, je résistais mal à la pression. Mais en fait, je me rends compte qu'une fois qu'on a eu un premier obstacle et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on a réussi à le surmonter, et puis qu'on a eu un deuxième obstacle, et puis qu'on a réussi encore une fois à le surmonter, on s'habitue à cette pression et on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être un peu abusé, mais aucun obstacle n'est réellement insurmontable. Et effectivement, on a beaucoup de déconvenues dans une aventure entrepreneuriale. En tout cas, moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas comme on aimerait. Mais en fait, il faut pas se dégonfler et il faut accepter la pression. Et en fait, plus on l'a rencontré, plus on a rencontré des obstacles, plus on est habitué et mieux on tolère la pression. Et maintenant, voilà, ça fait 2 ans que alors je suis encore jeune, hein, et donc avec toute modestie, hein, mais maintenant que je commence un peu à être habitué à cette aventure et à ce jeu entrepreneurial, je tolère, je pense en tout cas, beaucoup mieux la pression. Il y a encore effectivement des améliorations à avoir, mais en tout cas, on va dire que les mauvaises nouvelles ou les coups un petit peu durs ont beaucoup moins de prise sur moi qu'ils pouvaient avoir au début de cette aventure où effectivement c'était plus dur pour moi. Je pense que plus je vais avancer et plus je serai, on va dire, insensible, peut-être pas insensible, mais en tout cas moins sensible à cette pression. Ok. Et c'est important d'être à plusieurs aussi. Le fait d'être à plusieurs, c'est majeur. C'est-à-dire, parce que tout seul, on peut vite s'effondrer et lâcher en disant bon, c'est bon, parce qu'on a tous le droit d'avoir un coup de mou. Le fait de faire une aventure à plusieurs, pas forcément à 7, hein, mais déjà, ne serait-ce d'être un petit groupe de 3. 3, c'est bien parce qu'il y a toujours une majorité. À 2, parfois c'est compliqué, mais parfois à 3, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais... Il a parfaitement raison parce qu'effectivement, lorsqu'un d'entre nous, voilà, effectivement, est plus sensible à la pression, l'autre le remonte, voilà, et donc effectivement, ça permet de compenser les défauts des autres, évidemment. Par rapport à ça, toutes les galères et on passe au-dessus des galères, ça nous renforce, etc. Il y a un truc un peu contre-intuitif que moi aussi je partage dans mon parcours chez AZMed, c'est qu'on peut penser que quand on se prend une galère et quand on a une difficulté, bah, du coup, ça peut nous affaiblir. Mais en fait, moi, j'ai noté le chemin inverse. C'est qu'en fait, à chaque obstacle, et ben, en fait, ça nous rebooste. Alors, je sais pas si c'est le cas pour vous, docteur Azetoun, mais en général, au contraire, ça a un petit effet de levier pour avoir envie de continuer et justement de pallier cet obstacle. Bah effectivement, en fait, je sais pas si quand la galère arrive immédiatement, ça me rebooste. On va dire que j'ai quand même parfois un petit coup de mou, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vraiment, je me répète, mais je pense vraiment que c'est important, c'est que bon, ça c'est des phrases assez connues des entrepreneurs qui ont vraiment réussi. Voilà, on reconnaît un entrepreneur qui réussit, c'est la persévérance. Et donc en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on a tous des très bonnes idées, mais en fait, quand ça devient difficile, on va effectivement s'arrêter. En fait, il y a une telle satisfaction d'avoir réussi à passer les obstacles que effectivement après on en retire vraiment en fait de l'expérience et de la satisfaction et de la fierté d'avoir réussi à
à passer les obstacles et à mener à bout ce projet entrepreneurial. Et cette fierté, cette satisfaction, c'est aussi quelque chose qui nous motive et qui nous donne envie d'aller plus loin. Ça, je suis parfaitement d'accord. Voilà, quand on se dit que c'est mon projet, c'est notre projet qu'on a mené ensemble et qu'on a réussi à mener à bout, à mener à terme et à réussir. Et ça, c'est quelque chose, malgré les obstacles qu'on rencontre, voilà, qui nous donne envie d'aller plus loin. Ok, bon, très enrichissant. On vous souhaite bon courage. On va passer au docteur Benchek. Donc, même question, hein, qu'est-ce qui vous drive au quotidien? Et quand je dis vous drive, c'est-à-dire vous a poussé à lancer le projet, mais est-ce qu'aujourd'hui, à terme, là, on a, pas à terme, mais ça veut dire on a plus 13 ans du début du projet, est-ce que c'est toujours la même chose qu'à l'origine ou est-ce que ça a évolué? Alors, moi, je pense que ça a évolué. Moi, je tiens assez mal la pression, pour le coup, étonnamment. Et quand on a cette envie d'entreprendre, au départ, ça a été vraiment une aventure entre amis. Moi, je ne fantasmais pas sur Elon Musk et Steve Jobs. D'ailleurs, Elon Musk, il ne sortait pas trop à l'époque. Mais on était vraiment une bande d'amis, on avait fait notre internat ensemble, on avait fait la moitié des stages ensemble et on a monté l'ALER qui était l'association des internes lyonnais de radio et on s'est retrouvé à un moment, on s'était dit comment on va faire pour continuer à travailler ensemble. On ne pouvait pas tous s'installer ensemble en libéral, donc tous aller à l'hôpital et donc ça a été plutôt une opportunité de se dire la téléradiologie émergent quand on était au bon endroit au bon moment, avec cette envie de le faire ensemble, on a plutôt eu, on ne se voyait pas comme c'était pas plus un travail entrepreneurial qu'un travail on peut monter quelque chose parce qu'on a la conviction qu'on va faire quelque chose qui est médicalement, c'était très médical, qui avait une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on connaissait et ça nous donnait surtout une liberté de travailler, une façon de travailler qu'on a voulu déployer. On sentait que la téléradiologie, ça allait prendre une place majeure et on commençait à faire de la téléradiologie un petit peu bricolée. On s'est dit, si on commence pas à enclencher, à être acteur dans ce milieu-là, on va se faire imposer des choses et on n'a pas envie de le faire. Mais pour moi, ça a été initialement vraiment une aventure de groupe et après, on se connaissait très bien, on avait une très grande confiance, estime les uns dans les autres. Alors, ça a été très difficile. Et au départ, ce projet a été compliqué. On avait des personnalités très différentes les uns des autres et aussi complémentaires. Mais ce que disaient David et Grégory, c'est vrai, c'est-à-dire que pendant longtemps, le fait d'être à plusieurs, on a chacun eu un petit peu des coups de mou, ça a été plus difficile. Et il y en a qui descendaient, les autres prenaient un petit peu le lead pour aider quelques semaines, quelques mois, le temps que ça remonte. Mais cette envie, c'était vraiment de créer un moyen de travailler différent initialement. Alors, c'est extrêmement longtemps. Une fois qu'on a évolué, qu'on a avancé dans les projets qui sont étalés sur des années. Ça, 13 ans, le début d'Imadis, c'est une autre vie, c'est deux vies antérieures. On a vu que ça devenait possible. Et ces projets d'entrepreneuriat, on a continué à vouloir les faire. Deep Link, c'était un petit peu la même chose. Une fois qu'on a vu que cette aventure et cette ambition collective de faire quelque chose de grand et d'important qui était une autre façon de travailler, en fait, c'était comme une question a été posée, est-ce qu'on peut encore créer un groupe? Et ben nous, on a créé un groupe qui n'était pas un groupe public, enfin qui était un groupe libéral, mais en tout cas avec une activité publique médicale qu'on aimait beaucoup. Et à un moment, on avait un outil, on travaillait avec un éditeur de RIS pour faire pour encadrer nos examens. Et à un moment, cet éditeur de RIS il nous a dit bon, écoute Alex, tu nous fais un peu chier à nous demander sans arrêt des évolutions. On n'est pas à la SS2I d'Imadis. À ce moment-là, je dis bah en fait, ouais, ce qu'il nous faut, très bien, mec, va-t'en, et puis on va créer une autre société, on va créer une société, on va développer notre propre outil, être notre maître de nos outils, et les 5 mêmes, on est reparti pour faire autre chose. Donc, c'est de se dire à un moment, on se donne les moyens et on peut mieux faire que ce qui nous est proposé. Donc, c'était continue à motiver, c'est fondamentalement, c'est la même chose, c'est continuer à
à créer une façon de travailler qui est vraiment médicalement, ce qui aide en fait. Ce qui est aussi hyper gratifiant, c'est que cette imagerie d'urgence, quand on va faire des formations et des déploiements dans des petits centres hospitaliers, on sent vraiment que c'est extrêmement utile. Et donc, c'est de continuer à travailler, mais avec un plus gros groupe de personnes. Maintenant, on est plus 5, on est 60 associés, avec des associés qui sont des plus jeunes associés qui nous apportent des visions, des envies différentes, qui sont un peu des accélérateurs, et qu'on embarque un peu dans ces projets entrepreneuriaux. Par exemple, à Bordeaux, on a eu deux associés qui voulaient aussi se lancer dans la téléradiologie, qui avaient une expérience qui ne leur plaisait pas, qui voulaient monter aussi un centre. On les a intégrés et ça nous a permis d'ouvrir un autre centre à Bordeaux, de se réinventer en multisite. L'année dernière, on a monté un centre régional à Marseille. On a intégré Guillaume Gorincourt, qui était aussi un ami, qui a PUPH et qui était un petit peu, trouvait plus son bonheur à l'hôpital, qui est mis en libéral. Et on s'est dit, mais en fait, on a une structure, on construit une structure qui est un outil formidable sur cette organisation. Donc, c'est une espèce de fierté et d'envie de construire quelque chose qui a déjà pris des proportions qui semblent incroyables. Je vois. Et par rapport à ça, parce que vous parlez de construire, mais vous parlez de construire avec les gens. À chaque fois, vous parlez d'associer, et c'est un peu, on l'a retrouvé chez le docteur Zetoun et chez le docteur Lengner, vous parlez des gens. Donc, on comprend que l'aventure entrepreneuriale, c'est pas quelque chose de complètement solitaire, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec des personnes, mais pas forcément aussi des associés. Je sais que dans l'entrepreneuriat, on prend un peu conseil auprès des autres. Donc là, vous nous avez donné un peu chacun vos conseils perso. Moi, ce que j'ai envie aussi d'entendre, parce que on l'entend pas souvent et je trouve c'est assez intéressant, c'est on vous a conseillé. C'est quoi le pire conseil qu'on vous ait donné? Vous, pour Dr Benchak, et après je vais poser la question aux autres, c'est quoi le pire conseil qu'on vous ait donné maintenant avec l'expérience? Vous avez 13 ans d'expérience, c'est quoi? Alors, moi c'était un petit peu la même chose. J'ai pas de souvenir vraiment de pire conseil dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup écouté. En tout cas, on avait des idées assez claires. L'un des conseils qui est revenu, en tout cas, une remarque qui est revenue assez régulièrement et qui a été tout de suite posée, c'est qu'au tout début, donc, on a essayé d'aller gratter des subventions à l'OSEO, qui était un peu l'ancêtre de la BPI, et on est allé faire une présentation, mais on a fait un truc. Je suis retombé sur la présentation qui était franchement dégueulasse. On avait notre petite tête et tout, on n'avait pas de business plan, donc on est allé un peu la gueule enfarinée faire cette présentation. Et celle qui nous a accueillis, l'auditrice, nous a vu et elle nous a cassé en deux. On n'avait pas l'habitude d'être cassé à l'époque en tant que radiologue. Et elle nous a dit, bon, en fait, les gars, c'est super bien, mais en fait, vous êtes médecin, vous faites probablement très bien de la médecine. Vous avez peut-être une très bonne idée, c'est dans l'air du temps, mais vous n'y connaissez rien. Et en fait, vous n'avez pas de formation spécifique, vous ne savez pas où vous allez, donc l'organisation, ça ne tiendra pas. En plus, vous êtes 5 pour prendre des décisions, comment vous allez faire. C'est pas ça, il faut des leaders, ça ira dans tous les sens. Quelque part, n'y allez pas, quoi. Et c'est quelque chose qui est souvent venu de dire, vous êtes médecin, vous n'y connaissez rien. C'est vrai, hein, pour le coup, objectivement, elle avait raison, mais à force, on a quand même. C'est pas comme Grégory qui a eu une formation académique. Nous, c'est vraiment de l'entrepreneuriat de terrain. Et le fait d'être plusieurs et de se soutenir, on s'est plus structuré, mais pour nous, ça a été vraiment important. Et ça a été. C'est vrai que je parle beaucoup du fait qu'on se fait en commun, mais pour nous, c'était vraiment une aventure collective qui a été difficile. Hein. C'est pas évident, c'est beaucoup engueulé, on avait des sujets de discussion compliqués. Voilà, c'était. En tout cas, le pire conseil était celui-là. Ok. Et comme vous avez parlé du docteur Lengner, j'en profite pour lui poser la question. Après, je reviendrai sur le docteur Zetoun. Pire conseil, docteur Lengner, que vous ayez reçu durant votre carrière? Fais pas médecine. Et ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'était mon père qui était médecin et qui, quand j'étais en terminale, il m'a dit, mais t'es sûr que tu veux faire médecine? Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente? Attends, le métier, c'est plus que c'était. Et il était radiologue. Hein. Tout change. Est-ce que tu as envie de passer ton temps à bosser? Tu pars pour 10 ans d'études à bosser comme un chien, machin. Est-ce que tu as vraiment… Alors peut-être qu'en fait, il a fait ça pour me challenger. Ça, c'est possible.
Mais du coup, j'y suis quand même allé. Par rapport à ce que disait Alexandre sur le fait qu'on ne connaît pas et que le milieu de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, monter des boîtes, tout ce milieu-là de l'entrepreneuriat, on ne le connaît pas. Mais bon, je vous rappelle, on a quand même fait 11 ans d'études. On a été capable d'apprendre le bottin par cœur. Parce que bon, il y a des trucs qu'on a appris comme des tarés parce qu'il fallait répondre à des QCM, des trucs. De temps en temps, on se disait, mais pourquoi j'apprends ça? Mais voilà. Et on l'apprenait, on l'apprenait. On est capable d'apprendre énormément de choses. On est capable de se réinventer. On est capable d'aller très vite. On est très agile. On a des études qui nous ont formés à être très agiles et pas juste à être des singes savants qui récitons et qui remplissons des cases de QCM comme des tarés. Donc, il faut croire, enfin, on est capable. On est capable. Il y a eu cette sélection. Bon, certes, c'était un concours. Donc, il y a eu, et c'est pas pour dire on est les meilleurs, on est les plus forts, hein, loin de là. Hein. Je me suis jamais vanté d'être plus fort que qui que ce soit. Loin de là. J'ai pas toujours été brillant. Mais voilà, on est capable de le faire. Et à plusieurs, on est plus fort. Par rapport aux échecs, moi, j'adore cette citation de Nelson Mandela que beaucoup connaissent, qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc voilà, on se casse la figure, on prend une claque, c'est pas grave, on a appris, ok, on fera pas 2 fois la même bêtise, on a été trop lent sur ce dossier, on a raté ce marché, c'est pas grave, on avancera plus vite la prochaine fois. Il y a pas de mauvais conseils, il n'y a pas de mauvaise décision, on fait des erreurs, on apprend et on avance et c'est pas grave. Mais si on a, Ok, si on a ça, envie et qu'on a la gagne, ben on y arrive. donc ça fait un peu écho à ce qu'a dit la personne au docteur Benchek quand il a fait sa présentation. Non, vous êtes radiologue, c'est pas pour vous, c'est une vraie bêtise parce qu'aujourd'hui, à travers la formation, on nous a enseigné une agilité d'esprit pour ceux qui sont passés par le concours de médecine et qui nous permet aujourd'hui, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a un état d'esprit à avoir. Cet état d'esprit, on peut l'acquérir, on peut lire, on peut se renseigner et on peut justement se relever ce challenge. Donc, du coup, je fais un peu la liaison avec Dr Zetoun. Vous le sentez, vous, cette agilité que vous avez acquérie au travers de votre parcours académique qui vous permet aujourd'hui de vous dire je suis capable de tout, en gros, parce que c'est un peu, on a une puissance un peu quand on est passé par des concours de se dire si on a réussi ça à 18 ans, et du coup, quand on a un peu plus de maturité, si on nous présente un challenge, on peut le surmonter. Oui, effectivement. Après, on apprend avec le temps. Effectivement, moi, mes études de médecine ne m'avaient pas préparé à l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que j'avais cette envie en moi. Donc voilà, on apprend avec le temps, on apprend sur le tas. Parfois, on fait des erreurs, mais on se relève, voilà, comme a dit le docteur Lesner. Et moi, je voulais aussi revenir sur le plus mauvais conseil qu'on m'ait donné, ou enfin, en tout cas, c'est qu'effectivement, moi aussi, quand j'ai voulu monter ma maison de santé, et que je racontais ce projet à mes confrères radiologues, qu'on voulait prendre 3200 mètres carrés et qu'on voulait s'installer avec nos amis et nos confrères pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, voilà, et qu'on allait faire nos demandes d'imagerie lourde. C'est vrai que tous les radiologues que je connais m'ont tous dit effectivement que je n'aurais jamais mes imageries, que c'était une folie et qu'il fallait que je m'associe dans un cabinet, que c'était beaucoup plus simple. Et c'est vrai que finalement, voilà, j'espère, on a bien fait de pas écouter ces conseils, puisqu'on a été au bout de cette aventure et qu'on a beaucoup appris et qu'on a, voilà, on est sur le point effectivement de pouvoir la monter. Donc voilà, je suis heureux je pense qu'il faut aller au bout de ses envies et effectivement ne pas forcément écouter les gens qui peuvent vous décourager sur votre parcours. Ok. Écoutez, merci beaucoup. On a un peu dépassé les 21 heures, mais franchement, ça valait le coup parce que c'était vraiment très enrichissant. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux intervenants, vraiment, Dr Bencher, Dr Zetoun et Dr Lengsner. Merci au professeur des régies pour son accompagnement sur l'organisation. Merci également à Samuel. Vous voyez, il y a aucune limite. Ça veut dire on a fait des études de médecine, c'est un peu différent de l'entrepreneuriat, mais on est capable d'apprendre. Aujourd'hui, dans le milieu dans lequel on évolue et l'évolution du numérique, il y a beaucoup de ressources qui sont intéressantes. Donc, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, je dis pas que c'est simple, mais je dis que vous avez les moyens de le faire. Aujourd'hui, il existe des podcasts sur entreprendre dans la santé. C'est un podcast super. Vous pouvez le suivre. Il existe des médias spécialisés sur l'entrepreneuriat en santé qui vous donnent des conseils, qui vous donnent aussi une vision du marché. Donc là, on a parlé du marché de la radiologie, mais il y a également des informations sur le marché global de la santé. En gros, le principal challenge pour les personnes qui veulent entreprendre, et je pense que c'est aussi ce qui s'est ressenti, c'est la prise d'information. En fait, il faut qu'on se nourrisse de toute l'information qui circule
Et à partir de cette information, c'est là que les idées, elles naissent. Donc, il faut vraiment construire un peu ce bagage culturel autour de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des technologies et du marché. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire et si vous avez des suggestions, parce qu'on pourrait être amené à organiser de prochains événements. Benjamin, normalement, il y avait une conclusion de l'UNIR et de moi. Bien sûr, oui, je vous donne la parole, professeur Bérégie. Non, c'est d'abord l'UNIR. Vas-y, Samuel. Merci à tous d'avoir participé. Merci à notre intervenants et à Benjamin et au professeur Bérégie. Donc effectivement, le message qu'on a voulu faire passer et qui j'espère a été est passé, c'est que l'avenir de notre métier est entre nos mains, nous jeunes internes et radiologues en activité. Donc cet avenir se prend, c'est à nous de participer à cette révolution numérique et cela peut passer par l'entrepreneuriat. Donc, à mes co-internes et radiologues, je leur dis entreprenez, participez au futur de notre métier. Merci à tous pour votre écoute ce soir. Professeur Bérégie. Oui, en deux mots, merci. Donc, c'était une première. On n'a pas pu tout aborder. Moi, je juste évoquer, donc j'ai rencontré beaucoup d'internes, beaucoup de profils différents. En fait, vous avez beaucoup trop de choix. Et donc, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que vous hésitez entre s'installer, pas s'installer. Tout est possible. Je veux dire, voilà, tout est possible. Et donc, c'est de ce fait-là, c'est compliqué pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux, etc. Et donc, finalement, vous n'avez jamais fait de vrai choix, puisque de 6 mois en 6 mois, vous choisissez vos stages, etc. Donc, c'est compliqué qu'à un moment donné, clac, il va falloir faire un vrai choix dit structurant, etc. Et globalement, il y a une peur de s'engager, d'accord, chez certains. Etc. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de choix définitif. N'hésitez pas à faire un choix au moins pour 5 ans, pour 10 ans, pour 3 ans, etc. Voilà, c'est important à un moment donné, de franchir le pas. Et puis, il faut avoir envie, tenter l'expérience. On peut très bien innover dans le privé, on peut très bien innover dans le public, on peut innover en montant son entreprise, etc. Je pense qu'il y a eu plusieurs exemples. Je pense que ce qui est très important, c'est ne pas se faire manger complètement. Je pense que c'est important, vous avez votre métier, il faut vraiment vous amuser avec. C'est très important d'avoir sa famille et c'est très important d'avoir un coin personnel aussi. Voilà, j'ai vu quand même plusieurs personnes un peu en burn-out dans ma carrière. Donc voilà, faites attention quand même, ça peut guetter les hyperactifs. Voilà, donc un petit conseil. Et quand vous êtes sur votre lieu de travail, je pense que ce qui est très important, c'est d'être bien avec les autres. Donc c'est pas facile. Vous imaginez déjà en couple, vous êtes avec quelqu'un et voilà, c'est pas facile. Quand vous êtes dans un groupe avec 20, 30 personnes, etc. Voilà, il y a toujours des concessions, une organisation à faire, et c'est quelque chose voilà, sur lequel vous devez vraiment réfléchir, de vous sentir bien dans les organisations que vous prenez. Et ensuite, un dernier mot sur finalement comment prendre la bonne décision. Pourquoi investir, comment, etc., sur les questions qui ont été posées. Et j'aime bien ces études neuropsychologiques qui disent finalement, est-ce que c'est rationnel nos choix, etc. Et donc, avec l'IRM fonctionnel, on sait maintenant comment sont prises nos décisions et on sait que nos décisions ne sont pas forcément très rationnelles, c'est plutôt notre libre arbitre et nos émotions qui guident nos choix, même si derrière, on les rationalise. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous a aidé un petit peu, mais voilà, vos émotions sont très fortes. Et c'est pour ça qu'avec l'IA, qui, elle, n'a pas forcément d'émotion dans ses choix, eh bien, voilà, je ne sais pas si un jour on sera meilleur ou moins bon, ou etc. Voilà, mais globalement, sachez que les émotions, le libre arbitre, eh bien, sont très importants. Et je pense que voilà, il faut que ça vous accompagne tout au long. Et l'objectif, je pense, de ce soir, c'était de vous montrer d'autres possibilités. Et moi, je suis très content, comme ça a été dit, les radiologues sont très bien formés en France. Vous devez être agile, volontaire. Et voilà, moi, je pense que la formation que vous avez est très, très bonne. Elle est très difficile. Mais voilà, nous, on est très contents que les jeunes que vous représentez viendront nous succéder. Merci à tous. J'arrête l'enregistrement et puis à une prochaine. Merci en tout cas à Benjamin aussi d'avoir. Merci beaucoup pour cette initiative et merci pour l'invitation.